Après plus d'une demi-décennie d'existence, je pense qu'on est tous corda pour dire que oui, le hip-hop est un art. Et cet art justement, c'est l'art de revendiquer ce qui ne se revendique pas. Inégalité sociale, injustice, marginalisation, revendication culturelle, le hip-hop donne une voix à ceux qui n'ont jamais eu l'opportunité de pouvoir parler. Et comme dans chaque art, évidemment on retrouve des modes, des mouvements, des controverses, mais aussi et surtout des artistes. Et c'est justement eux qui vont façonner leur domaine de par leur créativité, leurs revendications, mais aussi leur manière de voir le monde. Et dans le hip-hop, et plus précisément dans le rap, des artistes qui ont façonné ce genre, c'est pas ce qui manque. Et parmi ces mecs qui ont marqué le truc, il y en a un sur qui on trouve pas vraiment de vidéo qui retrace son parcours, pourtant il est à la table des meilleurs rappeurs de tous les temps. Il a marqué la culture comme très peu de personnes l'ont fait avant et le feront après lui, et il est encore considéré par certains comme le roi de New York, ville natale du rap. Joli petit flex quand même. Ce mec-là, son prénom c'est Nasir bin Olu Dara Jones, que tu connais sûrement sous le nom de Nas. Mais alors, comment ce jeune mec de New York, mauvais élève à l'école, au comportement parfois un peu border et promis à pas grand chose, a fait pour marquer l'histoire du genre musical à tout jamais? Tu l'auras compris, aujourd'hui on va parler de Nas, la légende, que dis-je, l'icône du hip-hop, aussi talentueux que controversé. Alors installe-toi bien, jingle. Freedom of jail, clips inserted, a baby's being born. Hop, oublie pas de t'abonner, d'aimer la vidéo, de commenter, de partager tout ce que tu veux. Vous êtes toujours 95% à me regarder sans être abonné, faudrait changer ça les frères. C'est bon, on peut y aller. Tout commence le 14 septembre 1973 dans le quartier de Brooklyn, à New York. Ce jour-là, son père Charles Jones et sa mère Fanny Ann accueillent la venue de leur premier fils. Parce que oui, chez les Jones, il y a 3 enfants, Nasir l'aîné, Jabari le cadet qui lui aussi plus tard deviendra rappeur, et une petite Benjamin dont j'ai pas trouvé le nom mais elle est là. Dans cette phase de sa vie, ça va pas durer très longtemps, ils vont déménager de Brooklyn pour s'installer pas très loin, dans le quartier de Queensbridge qui est dans le Queens, bravo champion. Et c'est donc plus ou moins là-bas que tout va vraiment commencer pour Nas. Pour te mettre un peu de contexte sur sa personne et mieux comprendre qui il est, faut parler du rapport à la musique que ses parents ont à ce moment et ont toujours eu. Pour les parents de Nas, la musique, c'est une vraie religion. Et quand je dis religion, je pèse mes mots parce que le père de Nas, dans sa vraie religion, la musique c'est quelque chose de très sacré. Il est d'origine nigérienne et plus précisément du peuple des Yoruba. Tu vas me dire, bah ok, mais c'est quoi le rapport? Et bah pour la petite histoire, les Yoruba, c'est entre autres avant tout un peuple qui est principalement présent dans l'ouest du Nigeria, mais aussi un peu dans les pays limitrophes comme le Bénin, le Togo ou même la Côte d'Ivoire. Et ce peuple-là, ils ont leur langue, le Yoruba donc, mais aussi leur religion. Et dans cette religion, la musique, ça a une place super importante pour revendiquer les choses. De ce que j'ai compris, c'est vraiment lié à la spiritualité, la communication et même la préservation des récits historiques. Donc bon, pour papa, la musique c'est du sérieux et c'est même son métier puisqu'il est jazzman. Il chante, il joue de la trompette, même un peu de guitare, il se débrouille vraiment pas mal dans son truc. Il joue avec quelques artistes sympas et quand t'as cet amour pour la musique en toi, bah évidemment tout ce que tu veux c'est le transmettre à tes enfants. Donc globalement c'est ce qu'il va faire, en leur faisant écouter du blues, du jazz, enfin bref, tout un tas de bonnes choses et Nas va même commencer à jouer de la trompette tout comme son papounet. Bref, le daron réussit son coup, il transmet le virus de la musique à ses enfants, mais dans les années 70-80 à New York, c'est une toute autre culture musicale qui émerge tout doucement. Tu l'auras capté, je te parle de la culture hip-hop qui est née là-bas en plus. Et justement, à ce moment, c'est vraiment les tout débuts du hip-hop. On trouve les premiers grands acteurs originaires des ghettos noirs du Bronx, DJ Kool Herc, Grandmaster Flash, Afrika Bambaataa, le Sugar Hill Gang, enfin bref. Nas, il se prend ça de plein fouet, il va clairement assister à la naissance du hip-hop qui en plus de ça se passe pas très loin de chez lui. Et mine de rien, il va commencer à pas mal s'identifier à cette culture parce que le quartier où il vit, c'est pas le fun de fou. Le Queens, c'est un quartier assez pauvre, très criminel et rongé par les premières épidémies de crack à l'époque, donc c'est pas l'environnement le plus douillet pour grandir, et ça évidemment, ça va pas mal le marquer. Il se rend compte avec ces trucs de hip-hop qui débutent là, qu'il est pas seul dans ses galères de 1, mais qu'il y a aussi des passionnés de musique qui peuvent le chanter. Et là bingo, Nas va tomber la tête la première dans le chaudron du rap. Il commence à écrire ses premiers textes en 1982 à l'âge de 9 ans à peu près, mais pas de bol, en 1985, premier gros coup dur pour lui, ses parents se séparent. Ça va mettre un gros coup à l'équilibre du foyer et complètement changer la trajectoire de vie du rappeur new-yorkais. Maintenant, il vit avec ses frères et sœurs chez sa mère et papa, lui, il continue la musique de son côté. Et comme si ça suffisait pas, déjà que c'était pas un mec très scolaire, le divorce de ses parents, ça va encore plus aggraver les choses. Il va arrêter l'école dans ce qui est l'équivalent en France de la 4e. Donc si t'as le brevet, t'as plus de diplômes que Nas. Bien joué à toi, frérot. Bon, certes, Nas, il a pas le brevet, mais il a 2 choses que les autres garçons de son âge n'ont pas. 1, une curiosité de fou qui l'amène à tout de même se cultiver et à apprendre pas mal de choses, notamment sur la culture africaine, la religion, ses origines, etc., qui sont des valeurs et des notions qu'il façonneront plus ou moins et qui feront partie intégrante de sa musique par la suite. Et deuxièmement, une belle plume. C'est un stylo, mais j'avais pas de plume, donc... Enfin bref, Nas a trouvé sa vocation, ça fait plus aucun doute pour lui. Désormais, il sera rappeur.
Vers la fin des années 80 à New York, le rap et la culture hip-hop commencent à bien s'implanter en tant que nouveau sous-genre émergent. Que ce soit là-bas ou même dans d'autres endroits des États-Unis, on retrouve des mecs qui commencent à pas mal faire parler d'eux et de ce fameux genre musical. Petit à petit, le rap commence à se faire sa place, même si ça reste assez flou dans la tête du grand public, et c'est l'arrivée de plein de nouveaux MC qui vont marquer le genre musical. Et parmi ces mecs qui vont énormément influencer le rap et littéralement construire le genre musical, on retrouve des artistes comme Rakim, Kool G Rap, Slick Rick, Run DMC, enfin bref, des mecs qui ont littéralement dicté les premières pages de l'histoire. En les voyant, ça donne aux jeunes de ces quartiers encore plus envie de se lancer, et une des manières à l'époque les plus communes pour te faire un petit nom, c'était d'aller faire des battles. Et ça, justement, c'est exactement ce que Nas va commencer à faire. Il commence d'abord à se montrer sous le nom de Kid Wave avant de rapidement switcher pour Nasty Nas, que quand même un peu plus stylé. Bref, il fait ses battles de son côté, il y va souvent avec son frère, des fois il y va seul aussi, et à force de poncer le truc, il commence à se faire un petit nom dans son quartier. Son talent va commencer à attirer l'attention autour de lui, et c'est alors à ce moment que Nas va faire une première grosse rencontre dans sa carrière qui sera probablement la plus importante. Et cette fameuse rencontre, justement, ça va être avec un mec qui se fait appeler Large Professor. Alors ce Large Professor en question, c'est un producteur qui pèse déjà pas trop mal à ce moment-là, il est membre du groupe Main Source, mais il bosse aussi en parallèle avec Eric B et Rakim. Oui bon, ça fait pas mal de blase, mais retiens juste que c'était des mecs qui étaient bien en place à l'époque sur la scène rap new-yorkaise, et que c'était aussi en quelque sorte les idoles de Nas. Eux aussi ils sont du Queens ou plus globalement de New York, mais eux ils ont déjà une petite réputation et de plus en plus de gens qui les écoutent. Et ce Large Professor justement, il va entendre parler de ce mec qui ponce toutes les battles de son quartier, et ce grâce à un certain Ill Will qui est un des meilleurs potes de Nas. Et ça va vraiment piquer sa curiosité. Il va donc se rendre quelques jours plus tard à une battle où se produisait Nas, et là ça va être la révélation pour lui. En le voyant rapper puis en échangeant avec lui, il capte très vite que ce mec il a un potentiel de zinzin. Il est impressionné déjà par le talent du book parce que Nas il écrit bien, il pose bien, mais il est aussi et surtout impressionné par la maturité du mec. Il écrivait comme un vieux sage dans le corps d'un ado, et ça c'est probablement ce qui va le marquer le plus. Parce que ouais, faut le préciser, mais à cette époque-là, Nas il a 15, 16, 17 ans grand max, mais c'est déjà un rien. Bref, c'est comme ça que la connexion va se faire, et c'est à partir de ce moment que Large Professor prendra le jeune Nas sous son aile. Il va l'inviter un peu partout, il va passer pas mal de temps avec lui, notamment au Power Play Studio, un studio mythique de Long Island qui a vu passer premièrement tous les mecs en place du monde du rap à la fin des années 80 dont on a parlé avant, mais aussi plus tard toutes les légendes du rap new-yorkais comme genre DMX, Mobb Deep et j'en passe. Et c'est vraiment une opportunité de ouf pour Nas qui apprend énormément de choses avec un mec bien calé sur le sujet parce que même s'il sait écrire des textes et rapper a cappella, ça suffit pas. Ça paraît un peu paradoxal dit comme ça, mais il va commencer à vraiment apprendre à rapper. Parce que même s'il se débrouille bien en battle etc, il connaît pas grand chose à la musique en soi. Comment on pose bien dans les temps, comment on structure bien une chanson, comment on fait pour coordonner ses rimes et ses placements. Large Professor lui explique vraiment comment tout fonctionne de A à Z et insiste vraiment avec lui pour qu'il se trouve une DA, un truc qui fait que quand t'écoutes, tu sais que c'est Nas. Il va vraiment être le mentor parfait en jouant le rôle de grand frère, et d'ailleurs Nas dira en interview plus tard: Large Professor m'a appris à comment être un artiste, pas seulement un rappeur, il m'a montré que mes mots pouvaient transcender les barrières et toucher les gens d'une manière profonde. Un peu stylé comme ça. Enfin bref, ça va commencer à le faire pour Nas, il se trouve de plus en plus petit à petit, et Large Professor va lui faire sa première passe D en l'invitant sur le morceau Live at the Barbecue en 1991. Sur le morceau, il va faire ses premiers pas avec Main Source, le groupe de Large Professor, et là ça va vraiment être la révélation. Quand le groupe l'entend, ils ont l'impression qu'il a fait ça toute sa vie, mais en vrai il a un peu fait ça toute sa vie, et là tout le rap game de New York commence à capter qu'il se passe un truc avec ce mec. Il est doué, il est travailleur et perfectionniste, donc il commence peu à peu à se faire apprécier de l'industrie rap new-yorkaise, et grâce à son début de notoriété et à ce bon vieux Large Professor, il va commencer à rencontrer 2-3 mecs de l'industrie comme Petrock, DJ Premier, Q-Tip, retenez bien leur nom, on parlera d'eux après. Et il va commencer à produire quelques démos et quelques morceaux comme Understanding en 1992, et c'est grâce en partie à ce morceau, mais aussi toujours grâce à Large Professor, qu'il va rencontrer un mec qui va donner un énorme coup de pouce à sa carrière. Vers la fin des années 1992, la rencontre qui va donner un gros coup de pouce à la carrière de Nas, c'est celle avec un certain MC Serch qui est un mec qui a la peu coup à fraîche dans ce Boy Surfer. Bon, malgré la dégaine approximative du book, ça reste un mec assez influent dans la sphère hip-hop et il va réussir à faire croquer Nas en le faisant signer chez Columbia Records. Cette signature, ça va vraiment être un tournant dans la carrière de Nas qui passe de rappeur un peu underground du Queens à petit protégé de Columbia. C'est une opportunité de fou, il pouvait pas rêver mieux. Columbia à cette époque c'était déjà un géant d'industrie musicale, ils avaient signé des légendes de la musique comme Bob Dylan, Aretha Franklin, Frank Sinatra et des dizaines d'autres artistes plus influents les uns que les autres. Et Nas, du haut de ses 20 ans, alors qu'il a jamais rien sorti, il se voit décrocher un contrat avec cette maison de disques. Maintenant, il le sait, la balle est dans son camp et il doit faire ses preuves en produisant son premier album. Bon, petit spoiler, il va faire un peu plus que ses preuves, mais ça on y reviendra. Toutes les chances sont de son côté, il a l'entourage, les compétences, la jeunesse, sauf que parfois, la vie nous tombe dessus et ça va être le cas pour Nas,
En 1993, il va perdre son meilleur ami Ill Will qui va être tué par balle dans son quartier à Queensbridge. Ill, c'est vraiment son gars sûr, ils se connaissent depuis qu'ils sont nés, c'est le mec qui l'a suivi depuis ses débuts, qui l'a toujours encouragé et qui lui a fait sa première passe D pour rencontrer Large Professor. Et ça va être un très gros coup dur pour sa carrière parce qu'il va vraiment perdre un de ses piliers principaux. Malgré tout, la vie continue, c'est que le début de l'aventure pour Nas, il va continuer à avancer le cœur lourd mais il avance petit à petit. Il va commencer en 1993 les sessions d'enregistrement pour son premier projet que tu connais forcément, Illmatic. Il va y avoir énormément d'attentes sur cet album de la part de l'industrie, Nas est attendu comme le prochain Rakim et tout le monde se demande mais de quoi est vraiment capable ce mec de Queensbridge. Surtout que frère, la concurrence dans les années 93-94 à New York, c'est pas du tout ce qui manque. Le Wu-Tang sort l'immense classique Enter the Wu-Tang avec des mélodies que t'as forcément déjà entendues comme Cream. Method Man, un des membres du Wu-Tang, sort son premier album solo, Tickle. C'est aussi l'apparition de plein de nouvelles figures comme Biggie avec Ready to Die et même tout doucement le début d'un petit collectif pas trop connu du nom de Mobb Deep. Donc bref, Nas sait qu'il doit bien faire les choses pour son premier projet et il va très bien les faire. Le 19 avril 1994, il va enfin arriver avec son premier album Illmatic. Et comment dire, on pourrait faire une vidéo entière dédiée à cet album, à quel point il a été marquant, important, qu'est-ce qu'il a changé dans l'histoire du rap et pourquoi ce genre d'album dans un genre musical ça se compte sur les doigts d'une main. Du coup je vais pas faire une vidéo dessus mais je vais quand même un peu en parler parce que sinon la vidéo va être un peu nulle quoi. Ce qu'il y a de particulier avec cet album, sans trop m'étaler, c'est juste qu'il a totalement redéfini les codes du hip-hop et on peut difficilement faire un projet plus game changer que celui-ci. Illmatic ça a été le premier album hip-hop à être un véritable exemple d'album de super producteurs. En gros un projet auquel participent plusieurs producteurs, tous plus boostés les uns que les autres. Large Professor de Main Source, DJ Premier de Gangstar, Q-Tip de Tribe Called Quest et Pete Rock de Pete Rock and CS Smooth ont produit l'album et c'était un peu les 4 Power Rangers du projet. Ils avaient déjà eu des carrières réussies et bien établies au sein de l'industrie. C'est rare à l'époque un projet qui incorpore autant de producteurs mais c'est une bonne chose puisque ça permet à tout le monde d'apprendre de tout le monde. Et d'ailleurs DJ Premier dira qu'il aura bien appris de Pete Rock et de Large Professor pendant la production d'Illmatic. Cette réunion de plein de producteurs différents ça apporte une vraie osmose au projet sans pour autant perdre la cohérence. Contrairement à beaucoup d'albums où une diversité de producteurs peut entraîner une dissonance sonore, en gros des morceaux qui collent pas trop ensemble, Illmatic lui est incroyablement cohérent. Chaque morceau est une œuvre en soi construite pour soutenir les paroles de Nas sans jamais les dominer. Si tu prends New York State of Mind par exemple, produit par DJ Premier, la prod est sombre et oppressante, parfait pour allier les idées de Nas sur le morceau. The World Is Yours de Pete Rock est plus réfléchi, plus mélodique. One Love produit par Q-Tip utilise des percussions africaines qui ajoutent une chaleur introspective. Bref, niveau sonorité, tout colle parfaitement, mais c'est pas tout ce qui fait cet album. Illmatic, c'est aussi un récit cinématographique que Nas nous propose. La plume qu'il met dans le projet, on la retrouve comme nulle part ailleurs et c'est un des premiers projets aussi bien écrits. Chaque phrase, chaque rime, chaque mot est placé au bon moment, au bon endroit et le projet transpire la sincérité. C'est vraiment un pur projet du Queensbridge et t'as l'impression en l'écoutant de toi aussi lutter contre l'épidémie du crack et la pauvreté alors que t'as jamais mis un pied dans le Queens. Et d'ailleurs, comment tu peux commencer un morceau en disant et après nous lâcher un des meilleurs sons de tous les temps, Nas, il faut que tu m'expliques. Tu vas me dire que je sauce beaucoup le projet et en vrai t'as raison, mais dis-toi que tous les plus grands artistes et producteurs aujourd'hui que tu écoutes ont ce projet comme référence numéro 1 ou vraiment pas loin. C'est vraiment un des albums qui a changé le plus de choses dans la façade du rap de tous les temps et c'est pas un risque de dire que c'est le meilleur album de tous les temps. Ce que Kind of Blue a été au jazz, ce que Thriller a été à la pop, Illmatic le rap. Enfin bref, avec ce projet, Nas nous lâche un classique intemporel qui va très bien être reçu par la critique, mais qui paradoxalement va pas énormément se vendre. Ouais, ça paraît un peu contradictoire comme ça, vu tout ce que je viens de te dire sur le projet et ce qu'il a représenté, pourtant au départ, les ventes initiales ne reflètent pas l'impact culturel de l'album. Illmatic débute modestement et peine à atteindre le statut de disque d'or dans ses premiers mois, pour un disque qui, je rappelle, est quand même le plus grand album de rap de tous les temps. Arrête de te fâcher, je m'en fous. Le public habitué à des albums un peu plus faciles de consommation comme The Chronic en 1992 ne se rue pas directement sur le projet qui est beaucoup plus concis puisqu'il a que 10 sons et aussi beaucoup plus introspectif. C'est tellement un changement énorme dans le mode de consommation, dans le mode de structure musicale que le public n'est pas encore habitué à écouter ce genre de projet. Bon, malgré tout, ça va prendre petit à petit, l'album c'est pas un flop non plus, faut doser. Et après la sortie d'Illmatic, Nas fait face à une pression énorme pour maintenir son niveau d'excellence. On est alors en 1995 et avec toute la pression qu'il a sur le dos, Nas va préparer son prochain album qui va le faire rentrer dans la cour des grands. Après la sortie d'Illmatic, les attentes du public et de l'industrie sont considérables. Toute la scène musicale a capté que ce mec-là, il est bouillant de malade et pour maximiser ses ventes, Columbia souhaite que Nas élargisse son public et adopte un style un peu plus accessible. Pour rivaliser avec des artistes comme Biggie, dont l'album Ready to Die paru la même année que le sien connaissent un succès commercial aussi retentissant, Nas doit s'orienter un peu plus grand public sans pour autant baisser son froc et faire des sons commerciaux sans âme, mais adapter son talent à ce qui pourrait plaire un peu plus à Monsieur Tout le Monde. Et ça, il va le comprendre et c'est avec ce mindset qu'il va commencer son deuxième album. Cette fois-ci, il va s'entourer du duo de producteurs Trackmasters réputé pour leur sonorité un peu plus radio-friendly que tu connais sûrement pour ces morceaux.
Et c'est donc dans ce mindset de s'ouvrir un peu plus au grand public qu'il nous lâche le 2 juillet 1996 son deuxième album, It Was Written. Sur le plan commercial, son nouvel album dépasse largement Illmatic. Il débute à la première place du Billboard 200, un exploit qui confirme Nas comme une des figures majeures du rap. Le projet devient rapidement double disque de platine grâce à des feats de zinzin comme Dr. Dre, Mobb Deep, Lauryn Hill qui tournent en boucle sur les radios et les chaînes musicales. Et avec cet album, il prouve qu'il peut non seulement séduire les critiques, mais aussi dominer les charts en maintenant un équilibre entre ce qu'il sait faire et ce qui plaît un peu plus au grand public. Il adopte aussi une DA de gangster un peu sophistiquée qu'on appelle le mafioso rap, popularisé par Raekwon et AZ. Et on va retrouver sur le projet des petites pépites comme The Message qui tire son sample de Shape of My Heart de Sting, If I Ruled the World en feat avec Lauryn Hill comme cité précédemment, Sweet Dreams qui tire son sample de Sweet Dreams de Rhythmix. Enfin bref, c'est vraiment l'album de la confirmation pour Nas qui établit clairement sa place comme un des rappeurs les plus influents du moment. Enfin, pas pour tout le monde. Parce que ouais, ce virage artistique un peu plus commercial, ça va pas plaire à tout le monde. Après la mort de Biggie en 97 et son virage un peu plus grand public, les auditeurs de rap commencent à être de plus en plus curieux des nouveautés qui sortent et remettent un peu en place la position de King de New York de Nas. Il y a comme un trou au sommet du rap new-yorkais à ce moment-là, et ça, le public va chercher à le combler. Surtout que la même année en 96 à Brooklyn, c'est le début d'un mec qui se fait appeler Jay-Z et qui a sorti Reasonable Doubt qui deviendra un des plus grands albums de rap de tous les temps. À ce moment-là, Nas il est vraiment au sommet de son art et comme tous les artistes qui arrivent au top, forcément il va chercher à le rester. Entre la sortie de son album et de son prochain projet, 3 ans vont s'écouler. 3 ans dans lesquels Nas va un petit peu chercher, dans lesquels il va collaborer avec pas mal d'artistes du moment pour rester dans les tendances. Je pense notamment à Vocal Intercourse avec Raekwon et Ghostface Killah, mais aussi son apparition sur la bande originale du film Sweet Dreams Remix. Et une des étapes principales dans cette période un peu plus creuse de sa carrière, c'est la création du collectif De Firm en collaboration avec AZ, Nature et Foxy Brown. Ce groupe-là, il se valait un peu comme un des collectifs qui allait bien marquer le rap, il y avait pas mal d'attentes sur eux, en même temps normal, puisqu'il était quand même produit par Dr. Dre. Et en plein dans cette mode de mafioso rap, le collectif cherche à s'orienter là-dessus et tease un peu leur arrivée en jouant sur ça. Sauf que ça va être un giga flop, le public va pas du tout être réceptif, c'est beaucoup trop commercial pour des mecs qui se veulent mafioso, enfin bref, un album pas d'eux et le groupe disparaît aussi vite qu'il est arrivé. Bon, cet échec ça va pas vraiment avoir un impact de fou sur la carrière de Nas, mais il commence à se dire qu'il faudrait qu'il arrête de compter sur les autres et qu'il compte un peu plus sur son travail pour assurer sa longévité. Et pour ça, en 1998, il va avoir une idée génialissime, faire un double album. Ah ouais, en vrai, quoi de mieux pour revenir que mettre une double bastos au rap game. C'est donc comme ça que Nas va commencer à préparer son 3e, 4e projet, je sais pas comment décrire vu que c'est un double album du coup, du nom de I Am, The Autobiography. C'était un projet qui se valait beaucoup plus introspectif et qui devait raconter son histoire personnelle, son ascension, son enfance dans le Queens. Il y avait pas mal d'attentes sur ce projet, notamment sur les réponses que Nas allait pouvoir apporter par rapport aux critiques de son dernier projet. Mais pas de bol, son projet va fuiter, du coup il doit revoir ses plans. Plusieurs morceaux comme Blaze the 50 ou Papa Was the Player seront retirés du projet, mais resteront disponibles à droite à gauche. Bref, c'est encore une déception pour Nas qui pensait avoir le doublé parfait, mais il va sortir d'abord son premier album I Am le 6 avril 1999. Ça va pas être un succès de fou même si le projet contient des petits bangers comme Nas Is Like, des feats avec DMX, Scarface ou notre bon vieux Didi, on reste quand même bien loin du Nas de Illmatic. Le public est pas trop satisfait par ce projet qu'il juge trop à l'écart de son identité. Encore une fois, on lui reproche d'être trop commercial, de pas être qui il est vraiment. Les auditeurs vont être grognons, on se demande où est passé le vrai Nas du Queens, celui de Illmatic qui t'écrivait le meilleur couplet que t'as entendu entre deux craquettes et un règlement de compte. Et en réponse à ces critiques, Nas sort quelques mois plus tard, le 23 novembre 1999, Nastradamus, son 4e album, qui était censé être l'autre album du double album. Ça va, tu suis? Et là, ça va pas du tout plaire. Encore moins que I Am, l'album reçoit un accueil largement négatif et beaucoup le considèrent comme le projet le plus guest de Nas. Ça critique la cohérence du projet, les tentatives une fois de plus trop évidentes de faire du commercial. Des morceaux comme You Owe Me représentent d'ailleurs parfaitement cette volonté de faire des morceaux radio-friendly. Bref, l'album c'est pas du tout une réussite et ça commence à faire un petit peu du boudin dans la commu rap. Ça fait 5 ans que Illmatic est sorti, il fait que régresser sur ses albums et il prend pas du tout en considération la vie du public. Ses tentatives de garder sa place, elles sont foireuses et il tombe de plus en plus dans son propre jeu. Surtout que comme on l'a dit tout à l'heure, mais à New York, il y a plein d'autres figures qui émergent et celle de ce fameux Jay-Z, elle fait de plus en plus de bruit. Il a sorti 3 albums depuis son premier en 1996, il est ultra actif et peu à peu les gens commencent à le catégoriser comme le nouveau King de New York. Et la cerise sur le gâteau, c'est quoi? C'est que Jay-Z, qui est à ce moment-là son rival principal, il va lui lâcher indirectement des petits pics sur sa carrière et les tensions vont vraiment commencer à monter entre les deux. Donc on résume, depuis Illmatic, c'est 3 albums dont 2 mal reçus par la communauté, un flop avec le groupe De Firm en 98 et un début de clash avec l'autre mec en vogue à New York à ce moment. On commence à se demander dans la commu rap si Nas il aurait pas un peu fait son temps et s'il serait pas un peu finito maintenant. Sauf que pas du tout. À partir de là, Nas va nous faire un des plus grands comebacks que l'histoire du rap n'aura jamais connu. Au début des années 2000, les tensions vont bien s'intensifier entre Jay-Z et Nas. Après plusieurs pics indirects au cours de ces dernières années, Jay-Z sort son 6e album, le giga classique de Blueprint, le 11 septembre 2001, et dedans il va lâcher une sale bastos à Nas et Mobb Deep. Ouais, il a pas froid aux yeux, il va s'attaquer à 2 des plus grosses figures de l'histoire du rap new-yorkaise, mais bon, on va pas s'attarder sur la partie sur Mobb Deep, parce que c'est pas une vidéo sur Mobb Deep. Mais par contre, dans le couplet dédié à Nas, on peut entendre ça. I know you
Bon, clairement, il va dire que Nas, il est finito, hein, il va l'allumer comme pas possible. Il le fait passer comme le vieux crouton, le mec qui doit raccrocher les crampons. Tu l'auras compris, rien que dans le titre, Stillmatic, c'est une référence à Steel Illmatic. En mode il est resté ilmatique. Ah ma gueule, si tu comprends pas aussi. Et dans cet album, Nas va nous prendre un petit morceau du nom de Either où il va répondre comme il se doit à Jay-Z. You been on my dick, nigga. You love my style, nigga. Là, Nas il nous montre qu'il est pas du tout finito et il a compris que pour que ça marche pour lui, il faut pas qu'il fasse des sons commerciaux. Et sans surprise, l'album va très bien être reçu par la critique. Le public redécouvre le Nas de Illmatic avec des morceaux comme One Mic ou Rewind et c'est vraiment un second souffle dans sa carrière. Là où tout le monde le pensait finito quelques années auparavant, Nas réaffirme sa place sur le trône et prouve qu'il a encore bien des choses à dire. Et cette position, il va la garder ou du moins rester un mec très influent dans la sphère hip-hop jusqu'à aujourd'hui encore. Après ce très bon projet et la médiatisation de son clash avec Jay-Z, Nas revient dans les charts et on s'attend alors à un second prime du rappeur new-yorkais. La balle est dans son camp, toutes les chances sont de son côté, mais encore une fois, alors que tout semble aller dans son sens, la vie va lui retomber dessus. En 2002, il va perdre sa mère d'un cancer, qui est un décès qui va profondément le marquer. Parce que ouais, même si on n'a pas trop parlé de ses parents, bah ils ont quand même eu une place super importante dans la vie de Nas. Son père, lui, c'était plutôt avec la musique, mais sa mère, elle a quand même élevé une partie de sa vie, ses 3 enfants, seuls dans le Queens. Elle travaillait dans les services de poste de la ville, elle gagnait modestement sa vie, donc évidemment Nas lui a été fortement reconnaissant de cette éducation et est toujours resté très proche d'elle. C'est donc en 2002, fortement marqué par le décès de sa mère, qu'il revient avec son 6e album, Godson. Alors pour le coup, le projet il est vachement plus personnel puisque très marqué par cette perte et l'ambiance elle est quand même vachement plus deep. Le ton repose un peu plus sur des thèmes comme la spiritualité, les réflexions sur la mort, ce genre de choses, mais c'est pas pour autant un mauvais album. Pense à des sons comme Thug's Mansion où Nas réinterprète un morceau de Tupac en réfléchissant sur la paix et l'au-delà, mais aussi Dance, une chanson assez émouvante dédiée à sa mère où il exprime son deuil et sa gratitude. Et à partir de ce moment, Nas va prendre un tournant dans sa carrière en étant plus assagi, moins fougueux qu'auparavant, moins cherché à faire de bruit et à plaire à tout le monde. La perte de sa mère, ça va vraiment avoir un impact très conséquent sur lui et qui va vraiment changer qui il est. Ça se remarque en partie avec son prochain double album Street Disciple paru en 2004 où il explore une variété de thèmes en allant de la politique, l'amour, la religion et on le voit une fois de plus sous un angle un peu plus introspectif en abordant des sujets perso comme sa relation avec Ellis, sa future épouse. Et toujours dans la continuité un peu plus chill qu'il a décidé de prendre, en 2005 il va se réconcilier avec Jay-Z. Les deux rappeurs vont enterrer la hache de guerre en interprétant sur scène tous les deux Dead President de Jay-Z et The World Is Yours de Nas. La consécration de cette réconciliation, c'est aussi la signature de Nas chez le label Def Jam la même année qui depuis peu a comme nouveau président notre bon vieux Jay-Z. Bon, il a bien step up le frérot. Après maintenant plus de 10 ans de carrière, plusieurs étapes cruciales comme ses premiers succès, ses premiers échecs, ses remises en question et la perte de certains de ses proches, mais aussi le début de nouveaux sous-genres du rap et de nouvelles têtes, Nas va se faire un peu plus discret que dans la décennie passée. Bon, c'est pas une fin de carrière du tout, hein. Il va sortir des projets assez régulièrement comme Hip Hop Is Dead en 2006, Untitled en 2008 qui devait s'appeler il devait s'appeler N-Word là. Oui, l'album devait s'appeler non, je décrirai pas, non. Il va revenir en 2012 avec un album, en 2018, 2021, 2022, 2023, enfin. Il reste quand même bien actif, mais c'est plus le Nas d'Illmatic. Il est moins fougueux et vachement moins sur le devant de la scène. Il garde quand même vachement cet amour pour le hip-hop, il n'hésite pas à donner de la force à des mecs qui se lancent, et c'est notamment un des premiers à avoir donné de la force à Kendrick Lamar quand il a sorti Good Kid, Mad City. Il va fonder en partenariat un label Mass Appeal Records pour promouvoir les jeunes artistes émergents. Il produit et participe à la bande originale de The Land, une série qui retrace les débuts du hip-hop. Enfin bref, Nas reste quand même un mec hyper influent dans la sphère hip-hop et dans l'industrie musicale. Il n'hésite pas à tendre la main et à donner ce qu'on lui a pas forcément donné à ses débuts, et ça, c'est pas prêt de s'arrêter. Si on devait retenir quelque chose de Nas aujourd'hui en 2024, ce serait un peu compliqué. Non pas qu'il n'y ait rien à dire, mais justement du fait qu'il y en ait beaucoup trop. De ses morceaux et ses projets plus que classiques et sont littéralement parmi les plus influents de l'histoire du hip-hop, Nas c'est un peu le rappeur préféré de ton rappeur préféré. Une chose est sûre, tous les mecs qu'on écoute aujourd'hui, du plus mainstream au plus niche, ils peuvent tous te citer Nas comme influence. Et je pèse mes mots, hein, que ce soit sur l'écriture, sur la manière de poser, la manière de composer ou même juste les visuels des projets les plus classiques, Nas a laissé son empreinte partout dans le rap game. Et ça m'a fait vraiment bizarre en faisant cette vidéo de me rendre compte qu'on trouve pas forcément des vidéos de lui qui retracent son parcours, ce qui est hyper dommage je trouve, parce qu'un rappeur comme Nas, on n'en fait pas deux. It's Nas, you know. Exactly. You can hear the influence of my music. You hear the influence of my storytelling. Because Nas is my favorite rapper, because it's Nas. You know, everybody knows that is a classic, essential album. Fake thug, no love, you get the slug, CB4 Gusto. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout les frérots. Comme d'hab, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner, vous connaissez la musique. Nous on se dit à dans 2 semaines. Bisous, bonheur.